chers téléspectateurs de Mandé TV, merci de votre constante fidélité et merci encore une fois d'être présent devant votre petit écran pour regarder Réflexion politique. Réflexion politique, votre magazine, comme vous le savez, nous abordons beaucoup de sujets dans le but d'entreprendre une réflexion, de poursuivre une réflexion ou même tout simplement de poser une réflexion. Les instabilités politiques, les crises économiques, le durcissement depuis 2 décennies des politiques migratoires européennes, la pandémie de la Covid-19 et même la guerre en Ukraine n'ont pas facilité ou du moins ont davantage compliqué les flux migratoires en Afrique en premier et par le monde. Un constat également est fait. Les femmes ne se contentent plus de suivre leurs conjoints. Comme les hommes, elles prennent le chemin de l'aventure. Qu'est-ce qui explique une féminisation de plus en plus accrue du phénomène migratoire? Quels risques que les femmes encourent sur les voies de la migration? Il serait peut-être intéressant aussi de faire un état des lieux de la migration à l'heure où chaque pays redéfinit sa politique migratoire. Pour ce faire, nous avons décidé d'avoir un thème aujourd'hui en rapport avec tout ça. L'intitulé de notre thème aujourd'hui est la problématique de la féminisation de la migration au Mali. Pour en débattre, pour en discuter, nous avons 2 invités et pas des moindres. Notre premier invité est M. Mamadou Diakité. M. Mamadou Diakité, merci d'être sur le plateau de Mandé TV. Merci. Il est consultant en gestion de la migration pour ne s'arrêter qu'à cette casquette. Notre deuxième invité est M. Boulaye Keïta. M. Keïta, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci beaucoup. M. Keïta est conseiller technique chargé des questions migratoires au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Consultant, enseignant, chercheur sur les questions relatives aux questions migratoires. Auteur de plusieurs articles scientifiques sur la migration, entre autres, sinon il a bien d'autres casquettes que je ne vais pas citer ici. Voilà, donc messieurs, merci d'être encore une fois sur le plateau de Mandé TV et votre contribution surtout à cette réflexion qui, je pense, va pouvoir éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Le ministère. Les ministères surtout. D'accord. Alors, on a posé le thème de notre débat aujourd'hui. On va faire basique, on va faire plus simple pour ne pas rentrer dans les larousses. Aujourd'hui, les définitions. C'est quoi la migration? Alors, merci beaucoup. D'abord, il faut très sincèrement remercier Mandé TV de nous avoir donné vraiment cette occasion d'échanger sur une problématique aujourd'hui qui concerne pratiquement toutes les sociétés du monde, qui est la question de la migration, qu'on s'appelle de départ, pays d'accueil ou pays de transit. La question migratoire intéresse vraiment tout le monde, et tous les pays, tous les États, et ça mobilise énormément d'acteurs, les États comme les organisations de la société civile. Pour revenir à la question, la migration, on peut définir tout simplement, il y a plusieurs définitions, mais de plus en plus les définitions qui sont retenues par les Nations Unies font plus ou moins consensus autour de la définition. C'est déjà un phénomène géographique, la migration, c'est-à-dire qu'il faudra quitter un lieu de résidence habituel pour se retrouver dans une autre localité, en tenant compte de la durée, minimum il faut 6 mois. Et puis, il y a d'autres variables qui rentrent en compte. Il faudra que la personne ait l'intention de rester de façon durable dans cette zone pour se faire une vie, travailler, avoir des projets dans la localité. Alors ça peut s'effectuer au niveau national, entre régions, mais aussi ça peut s'effectuer au niveau international. Ce qu'on appelle maintenant la migration internationale, qui implique effectivement le franchissement des frontières internationales, avec une période aussi au-delà des 6 mois, et bien sûr avec l'intention de rester dans le nouveau pays, avec des projets à long terme, se faire une vie, se marier, faire des enfants, avoir vraiment des projets. Et dès que ces facteurs-là, la facteur distance, changement de résidence, la durée et franchissement des frontières internationales s'applique maintenant
Il y a d'autres catégories de personnes qui sont en mobilité, qui n'entrent pas dans ce qu'on peut appeler les touristes. Jusqu'à 4 mois, on peut être considéré comme un touriste. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est, au-delà de 6 mois, quand même, on est considéré comme migrant. Maintenant, la définition peut l'étendre à d'autres personnes qui sont aussi en mobilité, comme les transnationaux. Ils ont une partie d'affaires dans un pays, par exemple, entre le pays d'origine et le pays d'accueil, ils peuvent faire les 6 mois de l'année dans certains pays. Mais, comme je le dis, la migration, ça implique un changement de résidence habituelle. Ça tient compte de la notion de durée et aussi l'intention de rester dans la zone d'habitat. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Diakité, ce que j'ai compris, c'est que la migration, c'est vraiment intracontinentale, extracontinentale, exode rural. C'est des personnes. Et quand on dit personnes, ils ont des droits. Bien vrai qu'ils ont des devoirs aujourd'hui, mais aujourd'hui, le thème, c'est sur la migration. Maintenant, le migrant, la migration, le migrant, quels sont ses droits aujourd'hui? C'est bien de savoir ça. Bon, alors, on va essayer de simplifier les choses pour dire que le migrant est avant tout un homme. Donc, il a tous les droits comme les autres hommes. Ça, c'est basique. Même s'il vit ailleurs, il a des droits fondamentaux. Je suis d'accord sur ça. Maintenant, le statut de migrant. Je fais référence à la Convention des Nations Unies du 18 décembre 1990, alors, qui de façon générale a élaboré les droits de l'homme et les droits des travailleurs migrants. C'est comme ça on dit. Donc, c'est lié aux droits de l'homme. Tous les droits des hommes sont les droits des migrants. Seulement, le fait d'être migrant pose quelquefois certains types de problèmes qui fait qu'il ne peut pas avoir tous les droits comme les citoyens dans certains pays. Justement, c'est ce statut, c'est par rapport à ce statut que je vous demande quels sont ses droits. C'est un être humain. Oui, donc moi je dis de façon générale, tous les droits fondamentaux, voilà, la santé, droit au logement surtout, parce qu'on sait très bien que moi-même, je l'ai vécu en d'autres lieux. Le migrant a tous les droits comme les autres hommes, tous les droits fondamentaux. Mais le fait d'être migrant est une contrainte, qu'on le veut ou pas. Donc le fait de s'établir dans un pays qui n'est pas le vôtre conditionne certains droits. Contrainte ou particularité? Bon, contrainte, moi, je dirais. Par exemple, il y a des pays où les migrants n'ont pas le droit, beaucoup de pays où les migrants n'ont pas le droit de voter. Dans le pays, ils n'ont même pas le droit de donner leur avis. Alors qu'on a vu dans le temps, certains, pour ne pas rentrer, pour ne pas raconter beaucoup de choses, inappropriées pour la circonstance, je reviendrai tout simplement pour dire que les droits, ce qui est dit, droit des migrants, c'est le droit des travailleurs migrants qui est régi par la Convention des Nations Unies du 18 décembre 1990. Tous les droits, ils sont dedans, les droits fondamentaux. Mais le fait d'être migrant, droit de croire à sa religion, droit de liberté. Mais si vous êtes migrant, est-ce que vous avez le droit de vous mêler de la vie intérieure de notre pays, dans le pays où vous êtes? Voilà. Alors que chez vous, vous avez ce droit. Monsieur Diakité, on a très bien compris que ce sont des êtres humains, mais s'ils ont déjà ce statut de migrant, ils ont une particularité, et à côté de cette particularité, il y a le droit des migrants. Oui, et ça, c'est le droit fondamental. Ce que je voudrais dire par rapport à la Convention des Nations Unies. Mais il y a un vrai problème, la Convention des Nations Unies n'a pas été ratifiée par les pays d'accueil. N'a pas été ratifiée par les pays qui reçoivent beaucoup de migrants. C'est seulement les pays de départ, d'origine qui ont ratifié. Donc finalement, on se pose la question, quelle est la pertinence de cette convention qui est censée protéger les migrants. Donc si un pays n'a pas ratifié une convention, le pays ne se reconnaît pas dans l'application de cette convention. Donc ça veut dire que
Du point de vue de ces pays-là, ils ont des lois nationales où ils déterminent différents statuts, migrants irréguliers, migrants irréguliers. Maintenant, si vous êtes en situation d'irrégularité, je pense que c'est là où tout le problème se pose. Si vous êtes en situation d'irrégularité, vous êtes considéré comme un fardeau pour les pays d'accueil et qui aussi, pour la plupart, ont élaboré des lois nationales pour exclure ces gens-là. Et statistiquement, si vous êtes un migrant irrégulier, vous n'existez pas dans ces pays-là. Toute la planification, c'est sans vous. On arrive à des situations où les enfants n'ont pas accès à l'école, ils n'ont pas accès à des services sociaux de base comme tout le monde. Et là, ça pose un problème effectivement de droit. Mais du moment où ils n'ont pas aussi appliqué cette convention, je sais que les pays africains, les pays de départ en général, et à sa rencontre internationale attirent l'attention. Mais ça ne change rien, ils n'ont pas ratifié les pays d'accueil, la convention de 90. L'application de cette convention, ou bien la ratification rentre en compte avec la politique nationale de la migration ou pas? Bon, en ce qui concerne le Mali a ratifié. Le Mali a ratifié depuis 2003. Nous, les pays de départ, nous avons ratifié. Mais c'est eux, justement, les pays qui nous reçoivent, finalement, qui sont même, disons, les pays développés et qui ne veulent pas ratifier cela. Et bon escient, moi je le dis, et clairement. C'est ce qui amène, comme Brulette l'a dit, une double lecture de la situation. Nous disons que nous avons des droits, que ces droits-là sont des droits pour tous, et tout le monde est d'accord que oui, c'est cela, mais en réalité, dans ce pays-là, ces droits-là, droits des migrants, ne sont pas appliqués parce qu'ils ne l'ont pas ratifié. Même si les droits fondamentaux, dans certains cas, droit à la santé, droit à l'école. Voilà, alors, la question est que, est-ce que ce n'est pas purement politique? Ben oui, essentiellement. Mais vous imaginez aujourd'hui dans certains pays, c'est regrettable, européens ou même africains, c'est que la question de la migration, c'est devenu le principal sujet du débat dans les milieux politiques. Et finalement, il y a vous imaginez la montée en puissance des partis d'extrême droite ces dernières années en Europe. C'est essentiellement basé sur des questions liées à la gestion de l'immigration. Et là, on pense que les migrants sont associés à la criminalité, ils sont associés à l'insécurité, ils sont associés au terrorisme et qu'ils constituent aussi des fardeaux vraiment pour les États d'accueil. Et toutes les discussions pendant les campagnes électorales sont autour de la stigmatisation, de l'instrumentalisation des migrants. Donc, l'aspect politique joue un rôle majeur. Mais bon, nous, d'un point de vue, quand je prends notre regard un peu différent du point de vue, c'est que moi je pense qu'on arrive à un moment où, même dans ces pays d'accueil, la politique ne correspond plus aux aspirations des citoyens. Il faut créer d'autres problèmes pour pouvoir oublier les gens aux vraies questions et penser que les migrants constituent les problèmes. Et toutes les études sérieuses ont prouvé qu'on ne peut pas se fermer au monde, on ne peut pas se fermer aux autres. Vu le déclin démographique dans les pays européens, ils n'auront pas d'autre choix que de s'ouvrir. Mais maintenant, c'est là aussi il y a des problèmes. S'ouvrir avec qui? À qui? Parce que nous avons vu des pays qui s'ouvrent par rapport à d'autres pays en tenant compte de la couleur de la peau et se ferment à d'autres pays aussi en tenant compte de la couleur de la peau. C'est regrettable. Mais ce sont des réalités qui sont là. La démographie aujourd'hui en déclin dans certains pays les oblige à adopter des politiques natalistes et ça ne peut se faire que par l'immigration. On a vu l'Allemagne qui a sauté sur l'occasion, surtout quand la période de Covid commençait, qui avait carrément ouvert les frontières en disant qu'eux, ils étaient prêts à accueillir. Mais c'est une stratégie qui est mise en place par certains pays. Mais pourquoi nous, nos pays africains qui ont ratifié, parce qu'on laisse tout positif pour pouvoir laisser nos populations aller venir dans ces zones-là, pourquoi ils n'arrivent pas à faire un contrepoids pour ces pays qui refusent de ratifier, par exemple? Quand vous me dites que l'Allemagne était prête à accueillir, mais qui accueille qui? Pendant la période de Covid, on a bien vu. Qui, justement? C'était bien, c'est les Syriens en majorité. Pas les Sud-Sahariens? Pas les Africains? Excusez-moi. Je passe. Non, mais en fait, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de débats par rapport à la gestion des flux d'immigration. En fait, c'est à peu près, dans tous ces débats-là, il y a 20% des migrants internationaux qui font l'objet des débats qui sont des migrants illégaux. Mais
c'est pour dire quand même que les déplacements massifs aujourd'hui, c'est des pays en voie de développement vers des pays développés. Donc vraiment la voie des pays développés ensemble aujourd'hui, même aux Nations Unies, c'est les difficultés le pacte mondial pour l'immigration, qui sont aussi un cadre où pour la première fois 150 États au monde, plus de 152 États au monde, on parle pour dire on souscrit à la protection des migrants, on détermine des actions pour promouvoir. Mais à la dernière minute, il y a des États développés qui se sont retirés parce qu'ils pensent que c'est une contrainte supplémentaire, en disant que bon, on s'engage à protéger les migrants. Et tous les débats ont lieu. Moi, je pense que c'est plutôt. Les Nations Unies ont beaucoup évolué sur la question migratoire ces dernières années, mais il y a encore vraiment des conventions importantes, comme on vient de le dire, qui doivent faire le plaidoyer. Moi, je pense que c'est plutôt le rôle des Nations Unies, aussi des organisations de la société civile, aussi bien africaines qu'occidentales, de faire un travail vraiment de plaidoyer pour renforcer davantage la protection. Renforcer la protection des migrants, mais renforcer aussi les intérêts des pays. Parce que quand on dit migrants, c'est vrai qu'il y a les migrants illégaux et les migrants légaux qui vont, qui viennent. Mais si nous, par exemple, nous, des pays subsahariens, ouvrons tous les vannes pour dire, ben ces gens, ceux du Nord, quand ils viennent, ils investissent. C'est l'économie aussi qui part quelque part. Est-ce que chez nous, nos politiciens ou nos politiques ne doivent pas revoir un petit peu la politique de migration, par exemple? Donc sur ce fait, je vais aller en avant pour qu'on avance dans notre réflexion. Il s'agit de la politique nationale de la migration aujourd'hui. Savoir un petit peu qu'est-ce que c'est déjà à la base, où en sommes-nous et qu'est-ce qui a changé au niveau de la gouvernance et surtout actuellement pendant cette période de transition et du Malicois, comme on dit. Bon, avant de laisser l'expert maison dire deux mots là-dessus, moi je vais seulement vous dire qu'il y a des dispositifs en cours qui font que nous-mêmes sommes en train de revoir beaucoup de choses. Je n'en dirai pas et plus, parce que l'axe 8, c'est quoi? L'immigration, la condition d'entrée de séjour des étrangers. C'est ça? Donc je laisse le soir. On va laisser avancer sur la politique nationale de la migration. Merci beaucoup. Alors, merci. La politique nationale de l'immigration, c'est vraiment le cadre de référence du pays en matière de gouvernance migratoire. Vous savez, pour le Mali, et ça, il faut vraiment le reconnaître, depuis 1991, la migration a été prise vraiment comme une priorité nationale. Et les gouvernements successifs ont travaillé pour concevoir des outils, pour concevoir vraiment des structures en charge de la gestion de cette migration. Depuis 2004, il y a un département ministériel de plein exercice qui est là, qui est chargé des questions d'immigration et aussi d'intégration africaine. C'est rare dans la structure gouvernementale des pays, de nos pays, même au niveau de la CEDEAO, et de voir vraiment ce département qui s'occupe vraiment de l'histoire. Mais on peut se poser aussi la question, mais pourquoi? On a des milliers de compatriotes qui vivent à l'extérieur. Au Mali, les statistiques aujourd'hui, venant des organisations de Mali étant à l'extérieur, sont autour de 6 millions, approche de 6 millions de Maliens qui vivent. Et d'autres indicateurs, ce sont des gens qui sont fortement engagés dans le processus de développement des pays, qui transfèrent annuellement, en tout cas ces 5 dernières années, au moins 538 milliards de francs, qui dépassent l'aide publique au développement, et qui permettent de maintenir une certaine stabilité dans les zones de départ, et qui participent aussi d'une certaine manière au développement local. Et si on dit ça, c'est vrai, quand vous prenez des régions comme Caille, on a pour un nombre de corps, des centaines d'adoptions de l'autonomie. Mais aussi, Jacques c'est d'accord avec moi, on est dans un contexte où l'immigration se réalise en majorité par de flux de migration irréguliers. C'est-à-dire, les jeunes s'engagent dans la pratique de la migration irrégulière via la Méditerranée ou le Sahara. Ce qui peut être aussi expliqué par tout ce qu'on a comme politique de fermeture dans les pays d'accueil depuis un certain nombre d'années. Et qui conduit malheureusement à des pertes en vie humaines, à des cas de traumatisme, de violations graves des droits des migrants. Donc c'était la rencontre de tous ces défis que le Mali a adopté une politique nationale en 2014, avec un premier plan d'action 2014-2019 qui détermine un certain nombre d'actions prioritaires. Et ces plans d'action ont été évalués en 2020, un nouveau plan d'action est en cours. Et l'idée, c'est de
c'est de Jérémie et la migration en prenant en compte le rôle de l'ensemble des parties prenantes, comme les organisations de la société civile, les intellectuels, la presse et aussi les organisations de la diaspora malienne. Je pense qu'avant, on gérait les affaires, il n'y avait pas un cadre de référence, mais tout ce qui est aujourd'hui en cours découle de la politique nationale d'immigration. Ça fait du Mali le deuxième pays de la CEDEAO à avoir une politique nationale après le Nigeria, qui a une politique au niveau de la section du Nigeria en 2013, et le Mali, c'est en 2014, nous sommes le deuxième pays de la CEDEAO. En termes d'expérience, vraiment en matière de gouvernance, je ne dis pas que tout est clair, on a de nombreux défis à relever. Et là, pendant ce temps, quelques actions phares, l'État a mis en place un fonds d'urgence pour venir en aide vraiment à tous nos compatriotes qui souffrent à l'étranger. Et là, je voyais encore les statistiques de retour de 2017 à fin février. On a plus de 43 000 Maliens qui ont été assistés dans ce cadre-là, dans l'axe 1 de la politique, sécuriser les migrants. Il y a plus de 43 000 personnes. Et en moyenne, à ce moment, on est presque à 150 ou souvent 300 personnes de migrants qui sont accueillis. Et au niveau de la cité d'accueil, qui est une infrastructure aussi mise en place par l'État, construite à hauteur de 2 milliards de francs CFA, rien que sur le budget national. Donc, des réflexions sont aussi vraiment en cours davantage. Comment orienter les fonds issus de la migration vers des secteurs d'investissement productif. Il y a un engagement fort de la diaspora, mais encore plus de 80% des fonds sont injectés dans les sociales, la prise en charge des familles. Alors qu'on aurait pu mettre en place des entreprises qui vont non seulement générer des emplois, mais donc sont créés un emploi, c'est que ces jeunes qu'on enlève sur le route de la migration régulière, mais aussi générer des revenus supplémentaires. Ça, ce sont vraiment les grands projets portés par le département et qui sont vraiment aussi. Et dans le cadre de la transition, comme vous l'avez dit, je pense que la transition a été quand même une période, en tout cas la transition en cours, où il y a eu un clin d'œil vers les Maliens de l'extérieur, parce que là, pour une première fois, ils se représentaient au niveau du Conseil national de la transition. Ça n'a jamais été fait, il y a toujours des réflexions. Comment les Maliens pourraient être au niveau de l'Assemblée nationale, mais déjà aujourd'hui, il y a 6 personnes qui représentent la diaspora, ce qui est quand même inavancé. Monsieur Dakité-vous, qui est de la société civile, vous dire qu'il y avait un regard, la main à la pâte pour vraiment mettre les choses au point. Quel est votre regard par rapport à cette politique nationale de la migration? On va faire un regard responsable. Responsable. C'est-à-dire faire des remarques et qui tiennent compte de la réalité des choses. Très honnêtement, aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. Et non être là à tirer sur le ministère Bachir, à droite, à gauche, non. Ils ont fait de bonnes choses, honnêtement, je le dis. On sait maintenant, en matière de migration au Mali, voilà les axes, l'orientation, la vision est là, on sait que, bon, on travaille dans ce domaine-là. Tout ce qui touche le monde de la migration au Mali se fait maintenant dans un canevas. Maintenant, le regard que je vais dire, c'est que le ministère étant responsable de la situation de la situation, je pense qu'il est beaucoup plus pris dans les occupations, il ne fait pas très attention au suivi. Je donne quelques exemples. J'étais avec lui en 2019 à Ségou. Je me suis donné la peine en tant que membre de la société civile de demander aux représentants de l'Union européenne quand est-ce que nous allons appliquer la migration légale. Parce qu'il y a quelque chose qui est convenu entre nous. Nous, de notre part, nous faisons notre tâche et nous attendons que vous aussi, vous alliez dans ce sens-là. Voilà. Bon, sachant bien que tout ce qu'on va faire ne sera pas comme on le veut, mais quand même, moi, je demanderai au ministère de veiller un peu sur ces aspects-là. Déjà quoi? Le retour et la réintégration des migrants. Et ça se fait depuis 2017. Il le sait, beaucoup de choses. Les migrants viennent, on les accueille, on les insère dans le cadre des accords que nous avons avec l'UE. Mais quelle est la réalité
ces migrants dits réinsérés. 7 000, 6 000, 11 000. En ce qui me concerne, moi, je pense que le ministère doit vraiment mettre en place un mécanisme de suivi. Parce que moi, je ne suis pas sûr que tout ce qu'on dit se fait dans les normes. Et s'il se fait bien. Je ne suis pas sûr sur ce point-là. Donc, que le ministère se donne les moyens de faire une évaluation, un état des lieux de la situation de la réintégration des migrants du retour. Justement, je sautais sur l'occasion pour demander à M. Keita, est-ce que, à votre niveau, vous faites un état des lieux? En fait, nous, on a déjà, je vais répondre un peu sur la question de la migration légale. C'est-à-dire, c'est d'aller à la signature de conventions avec les pays d'accueil pour que les gens puissent aller dans un cadre organisé où ils ne risquent pas leur vie. Vous avez posé effectivement la question de l'Union européenne, mais je pense que la réponse c'est que ce n'est pas l'Union européenne qui gère ça, c'est plutôt les États membres. Il a dit. Tout c'est ça la réponse, c'est plutôt les États membres qui gèrent ça. Mais moi, je dis que malheureusement, l'Union européenne est notre interlocuteur, quand même que l'Union européenne est chargée au nom des mêmes États membres de discuter de la réadmission avec nous, ce qui est aussi problématique. Je pense que dans la mise en œuvre de la politique nationale d'immigration, il y a ces points qui posent problème. La migration légale, parce qu'il y a très peu de pays d'accueil qui sont ouverts à organiser la migration. D'autre part, c'est de aussi comprendre le contexte de la montée en puissance des partis d'extrême droite dans ces pays-là, en fait, qui ont peur de l'arrivée du. En tout cas, les politiques essaient de faire de la migration un véritable fonds électoral, et où donc, du coup, les gens préfèrent détourner les débats autour de la gestion des migrations irrégulières que d'aller à la. Mais bon, il y a quand même de l'espoir ces derniers temps. J'ai vu qu'il y a la coopération italienne qui est en train d'expérimenter. Une organisation qui est en train avec l'ONG Tamat, qui est en train d'expérimenter une filière de migration légale en Italie en faveur d'un certain nombre de jeunes Maliens. Le programme est en cours, mais bon, nous fondons beaucoup d'espoir sur ça. Et la réalité, c'est que tous les pays européens ont besoin aujourd'hui de ce genre de programme. Quand bien même que l'Italie est le premier pays qui reçoit beaucoup plus de migrants que les autres pays européens à ce moment. Et l'Italie, c'est un pays quand même particulier dans tous ces cas. Nous avons effectué beaucoup d'émissions en Italie. C'est le seul pays depuis 2012 qui a décidé de ne pas crisser des Maliens parce que le Mali c'est un pays qui est confronté à une crise. Il faudra plutôt aider. Si la question migratoire, c'est le seul pays européen qui a aussi pris cette décision. Je pense que c'est une décision courageuse qu'il faut saluer. Je remontais toujours sur ma question. Est-ce que le ministère à son niveau fait une évaluation? Ah ouais, le suivi. Ok. Oui. La question du suivi, je pense, c'est une question effectivement importante. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'immigration, il y a effectivement une cellule de suivi qui a été mise en place, qui rassemble l'ensemble des parties prenantes autour de la problématique. C'est au niveau ministériel, il y a le ministère de l'Emploi, le ministère du Développement social, de tout le ministère. Mais on a aussi le partenaire le plus important qui nous accompagne dans ce sens-là, qui est l'OIM, qui aussi siège dans ce comité. Il y a un comité de pilotage, il y a un comité technique de suivi. Mais c'est vrai que la question du suivi reste problématique pour plusieurs raisons. Les migrants qui sont rapatriés une fois dans la cité d'accueil, il est même difficile d'avoir un contact avec eux, même un parent. Si c'est le contact d'un parent au bout de 2-3 semaines, ils ne sont pas là à Bamako. Et là, tout de suite, vous êtes confronté vraiment à avoir des traces du migrant. Donc, à savoir s'il n'est même pas reparti. Il y a ça. Il y a déjà cet aspect. Et les gens, et les gens, même quand ce qu'on a aussi remarqué, même si reçoivent de l'accompagnement, que ce soit de l'OIM ou de l'État, certains dans la pratique, dès qu'ils reçoivent de l'accompagnement, ils changent même de numéro de téléphone. Alors que nous pensons que c'est les gens qui viennent déjà dans des situations de vulnérabilité. Le rôle, en tout cas, que l'État essaie de mettre, c'est une gestion vraiment sociale. Ce n'est pas de faire encore une gestion sécuritaire. Quand ils arrivent et qu'ils ont 1 million, 2 millions, 3 millions d'accompagnement, qu'on puisse être là aussi tous les matins, les stresser des contrôles. Mais je pense que ça va être l'approche qu'il faudra mettre en place. En tout cas, sinon là, une fois arrivé à Bamako, 3 jours après, la plupart des gens qui quittent, à peine vous avez un mois, vous avez 100 personnes, à peine vous avez 30 personnes qui vont répondre à l'appel.
D'accord, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a une approche de prise en charge psychologique pour ces... Effectivement, il y a, là, honnêtement, j'ai salué vraiment nos partenaires de l'OIM, mais aussi des organisations de la société civile, hein, comme l'AME, qui fait quelque chose de très remarquable pour l'accompagnement psychologique des migrants qui arrivent, parce que souvent les gens sortent des prisons, les gens sont une fois sortis des mains des milices privées, ils retournent, certains viennent complètement traumatisés. Et la mise en place d'un projet quand même est difficile pour ces gens-là. Souvent, ils ne savent même pas quoi faire en réalité. Ils ne savent même pas quoi faire. Là, les gens sont traumatisés, le temps de récupérer, ça demande vraiment un accompagnement. Avec les différents centres de santé de Bamako, il y a des conventions pour la prise en charge. En tout cas, c'est ce qu'il y a Il serait mieux peut-être d'élargir ça pour celui qu'à la région de Gaï, où il y a le plus grand nombre. À la région de Gaï, mais dans les zones de transit aussi comme Gao. Gao aussi, il y a des organisations humanitaires comme Caritas, pour la protection civile. Si les migrants arrivent dans des situations difficiles, ils ont des cadres d'échange avec les centres de santé qui les prennent en charge. Mais ce n'est pas facile, hein, cet accompagnement psychologique. Certains arrivent malades, très malades même, qu'il faudra toujours prendre en charge. En charge, d'accord. Je voulais juste dire un mot. Compte tenu de la mission du ministère et du fait qu'elle gère tous les acteurs de la migration, étatique, institutionnelle ou autre. Et au regard de tout ce que nous avons comme ONG nationale, internationale, association locale, je sais qu'ils en ont fait, d'autres l'ont fait, mais il est aujourd'hui impérieux de réunir les acteurs de la protection pour développer de la complémentarité, le travail de synergie. On ne peut pas le faire seul, on a des problèmes d'ego. Ça c'est vrai, je le dis. Les associations et les ONG se mettent 2 à 3 ensemble, on ne va pas réussir quelque chose. La mission est là, les acteurs sont là, les moyens sont là, mais la mise en œuvre, il faut aller à l'intersectionnalité. Et qui fait quoi? Mais elle peut jouer sur l'impulsion. Je vais répondre sur la question. Oui, non, en fait, déjà, c'est fait. C'est fait. On a déjà, il y a déjà un cluster protection qui rassemble tous les humanitaires dans le domaine de la protection et qui réfléchissent à des actions de prise en charge. Ça, c'est déjà opérationnel. Mais il y a aussi le cadre de concertation que nous avons créé. Et ce cadre de concertation, ça rassemble l'ensemble des acteurs concernés par la problématique migratoire. Où nous avons des unités d'éthique sur des questions précises, des unités d'éthique, par exemple sur migration et développement. Mais aussi, effectivement, la prise en charge aujourd'hui, quand un migrant frappe à votre porte, si vous n'avez pas les moyens de prendre en charge, si vous êtes dans un réseau de 10 acteurs, 20 acteurs, on peut tout de suite identifier quel autre acteur peut l'accompagner. Et nous avons créé des cadres de concertation aujourd'hui dans 5 régions, et c'est en cours pour l'ensemble des régions, et au niveau national aussi, où on se retrouve, comment mettre en place des synergies d'action. Non mais c'est ça, l'objectif c'est ça, comment mettre en place des synergies d'action, et aussi comment apprécier ensemble tout ce que nous faisons. On a des thématiques par exemple, comment, si vous les migrants qui ont bénéficié d'accompagnement, quel est l'État ou de ses partenaires, comment on peut valoriser des cas de réussite, comment on peut sensibiliser davantage pour mieux protéger. Ça est vraiment à coup. Et dans ce cadre de concertation, on a les services de l'État, on a les organisations de la société civile, on a les partenaires techniques et financiers, et des associations des migrants. Donc, est-ce que ça fonctionne toujours? Ça fonctionne. Parce que si un acteur de la société civile, notamment quelqu'un qui je souhaiterais qu'il porte un regard. Voilà. Davantage. C'est vrai que ça évolue, mais bon. Vous savez, quand vous faites le répertoire de l'ensemble des acteurs aujourd'hui, dans le domaine de la migration, vous allez vous retrouver avec des centaines d'acteurs. Donc, à un certain moment donné, il faudra faire un tri. C'est-à-dire que dans le domaine de la protection, il y a certains acteurs qui sont vraiment sur la question. On change de 2-3 thématiques. C'est des questions de l'investissement aussi, ainsi de suite. Donc, mais je suis d'accord que ça peut être vraiment évolué à l'ensemble. Et ça fait même le suivi en fait, des actions dans le domaine de la migration. Là, aujourd'hui, on dit, bon, dans le domaine de la mise en œuvre de la politique, qu'est-ce que vous, en tant qu'organisation, vous avez mis en place? Ainsi de suite, ça permet de savoir tout de suite ce qui a été injecté. Ça facilite ça. Et nous avons perçu ce déficit
quand on a fait l'évaluation en 2019, il n'y a pas de coordination. Il y a beaucoup d'acteurs, mais il n'y a pas de coordination. Donc c'est là où on a dit qu'il faudra... C'était en 2019. 2019. Maintenant, nous sommes en 2023. Et on est en 2023. Oui. Il y a déjà, comme je l'ai dit, à 5 régions vraiment concernées par la problématique. On a créé des cadres de concertation qui rassemblent l'ensemble. On a identifié et reporté l'ensemble des acteurs. Et au niveau national également, au niveau national, on a reporté, mais il y a trop de monde en fait. On dit, bon, dans la protection, peut-être qu'il faut prendre 3 acteurs, sur le développement, 3 acteurs, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un coup. D'accord. Ok. Alors, on va essayer d'avancer dans notre réflexion aujourd'hui. On a parlé migration, migration régulière, migration non régulière et tout ça. Et il y a un phénomène vraiment qui se dégage, qui se démarque aujourd'hui, c'est vraiment la féminisation de plus en plus accrue de la migration. Et qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Alors, la migration... Par vous. Hein? Ou bien Diakité? Non, par vous. Je voudrais bien. Merci beaucoup. Donc moi, je pense que la migration, ça a été toujours un phénomène c'est un phénomène ancien qui a connu des évolutions notoires ces dernières années et qui concernait dans un premier temps quand même beaucoup plus des jeunes hommes. Et aussi, on le sait très bien, on a ceux qui ont migré dans les pays européens, notamment en France, après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient quand même à la base des premiers regroupements familiaux qui ont été expérimentés. Ça a constitué la première phase où les femmes partaient rejoindre leur mari à travers le regroupement familial. Mais par la suite, il faudra quand même reconnaître un peu tout ce qu'on a aujourd'hui comme émancipation au niveau des femmes. Et là, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des jeunes filles qui migrent au même titre que les hommes, à la recherche vraiment d'un avenir, en tout cas, déjà avenir meilleur. Et aussi, il faudra reconnaître, on a beaucoup de collègues universitaires, femmes, qui migrent aussi pour des besoins de formation, de renforcement des capacités, et qui souvent, dans la plupart des cas, ils occupent des emplois dans des pays d'accueil, et qui restent aussi. Donc les femmes intellectuelles sont vraiment beaucoup plus aptes à migrer à travers vraiment le monde, et souvent dans les pays les plus développés. Et si elles sont intellectuelles, vous allez pouvoir les rencontrer. Elles ne sont pas encore majoritaires, mais elles constituent aujourd'hui une catégorie qu'on ne peut pas ignorer dans les flux migratoires. Maintenant, il y a aussi d'autres catégories qui sont dans les lots des flux de migrants irréguliers, en fait. Des jeunes filles il y a des flux de migration illégale à l'intérieur de notre région, par exemple entre le Mali et la Mauritanie. Il y a beaucoup de jeunes filles qui quittent le Mali pour aller travailler en Mauritanie. En Algérie aussi, c'est une réalité. Et certaines vont même au-delà, jusqu'à dans les pays européens. Là, c'est là où tous les problèmes se passent, avec vraiment des cas de violation grave sur tous les parcours. On va y arriver tout de suite. Alors, ce que moi je comprends ici, c'est que la migration devient de plus en plus féminine parce que la femme aujourd'hui tend à vouloir être un peu plus pas émancipée, mais autonome, pouvoir de plus dépendre trop du mari. Elle se dit aujourd'hui, moi aussi, je peux aller chercher et renforcer le foyer. Mais à côté de ça, il y a la situation de ces femmes migrantes. Déjà, au niveau national, il y a un truc. Par exemple, celles qui quittent Sigasso pour venir à Bamako, souvent, ce sont des dames qui n'ont pas eu un cursus scolaire. Comment elles se retrouvent là? Qu'est-ce qui se passe? Le danger, tout et tout. J'aimerais bien que M. Tekte vous dise un peu plus sur ça. Bon, écoutez, de la migration interne moi, je dirais que oui, depuis 2016, je travaille un peu sur ça. Donc, j'ai eu le temps de me faire ma propre idée là-dessus. Comme vous l'avez dit, il y a un problème d'émancipation, on va le prendre comme tel. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes. Vous savez, c'est assez complexe, les causes sont assez complexes pour être limitées tout simplement aux questions d'ordre économique. Je pense que je dis quoi. Pour un cas spécifique que Boulaye vient de dire, on sait très bien que les jeunes filles ou jeunes femmes maliennes partent de Bamako, Sikasso, Moti, ils vont à Caille. De Caille, ils vont à Nouakchott.
Nouakchott, Nadi, ainsi de suite, ils vont de là, ils se retrouvent souvent dans les pays arabes. Mais aussi, il faut dire une chose, il y a aussi des agences. Des agences de voyage au Mali. Malheureusement, franchement, des agences de voyage au Mali qui font le placement dans les pays arabes. Ces agences existent. Sous forme qu'on va amener des travailleuses, des femmes de ménage. Voilà, on amène des gens dans les pays du Golfe. Évidemment, ce n'est pas dans l'intention d'abuser d'elle, mais et tout le monde sait qu'en réalité, ce qui se passe. Donc, il y a un tas de raisons qui font que ce mouvement-là s'élargit de plus. Mais moi, je dirais que la guerre de Mali, depuis 2012, a beaucoup influé sur ça. Parce que je sais que beaucoup de nos filles, de nos sœurs déplacées internes sont dans cette filière, malheureusement. Mais quelque part, vous venez de dire que ce n'est pas seulement l'aspect économique, mais quand on regarde vraiment, l'aspect culturel aussi. Il y a l'aspect culturel. Oui, il y a certaines communautés au Mali, la fille, elle va en migration pour préparer son mariage. Elle revient pour préparer son mariage. Oui, elle va en migration, elle revient. justement. D'accord. Elle revient à ville pendant un certain temps. Tout ce qu'elle gagne pendant ce temps-là, c'est pour préparer comme tout feu de mariage. Elle retourne. Mais c'est vrai que même là, ça ne se passe pas dans des conditions vraiment faciles. Ça, c'est plus la migration interne, à l'intérieur du pays. Mais ça, on le voit. De l'interne, on passe à la transnationale. De la transnationale, on passe à l'international. Mais là, aujourd'hui, il y a des femmes qui migrent, qui laissent marier enfants et pas à l'immigration. Alors, ça, c'est quoi? C'est économique. Ça, c'est économique. Ça, c'est vraiment économique. Ça n'a rien à voir. Il y a l'aspect sécuritaire aussi. Parce que nous vivons depuis plus de 10 ans. Des milliers de Maliens du centre et du nord sont là, avec nous. Ils vivent avec nous. Voilà. Je sais que beaucoup de ces filles font le travail de ménage. Beaucoup de femmes ont des filles. Donc, elles se trouvent dans les filières. C'est ce que je veux dire, en fait. Ce n'est pas que il y a cela, mais cela a été renforcé par d'autres aspects. D'accord. Keita, par rapport aux filières aujourd'hui dont on parle, et on a pu voir sur les médias, les réseaux sociaux, où il y a eu d'appels de certaines femmes, de certaines communautés se disant être prisonnières ou bien prises en otage quelque part dans la maison d'un arabe, entre autres. Au Mali, ça existe aujourd'hui? Il y a exactement 2 semaines. Il y a exactement 2 semaines, peut-être moins de 2 semaines. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur a rencontré une femme de Koweït qui était partie il y a de cela un peu plus d'un mois. Elle était partie par l'intermédiaire des Maliens qui vivent là-bas. Mais dès qu'elle est arrivée, toute la documentation qu'elle avait sur elle, ça avait été confisqué. Elle est arrivée il y a moins de 2 semaines. Et tout cela, c'est le réseau. C'est un réseau de passeurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait par rapport à la politique nationale d'immigration, peut-être, pour pouvoir préserver cela, pour pouvoir peut-être sensibiliser aussi, quelque part? Déjà, le Mali, même avant l'adoption de la politique nationale, en 2012, déjà, le Mali avait légiféré sur la question. Le Mali a pris une loi qui criminalise vraiment le travail de passeurs. Et la traite des personnes ou le trafic illicite des migrants. Mais comme j'ai évoqué un certain nombre de facteurs, je pense que les difficultés aussi à ce niveau, quand vous voyez par exemple dans les zones de transit, il y a ces zones de transit où franchement il y a énormément d'acteurs qui vivent vraiment des passages de migrants aussi. Énormément d'acteurs. C'est tout un ensemble d'acteurs dans les zones de transit qui vivent des passages de migrants. Maintenant, il y a des choses. Si on adapte une loi, il faut aller vraiment à l'application de cette loi. Mais l'application de cette loi, si on sait que, parce que, vous savez, la crise quand même, ce n'est pas facile. Ça fait disparaître énormément d'emplois. Ça fait disparaître énormément d'emplois. Et ça fait qu'on a ce qu'on rencontre aujourd'hui. Il y a certains qui étaient par exemple des guides touristiques dans certaines zones de transit. Mais avec la situation qui se passe, ils se sont fait passer par ça. Maintenant, se faisant passer pour pouvoir passer à tous les niveaux d'obstacles,
Ils s'organisent, ça s'organise avec l'argent de la migration, où les gens sont chargés de payer. Mais dans certains cas, il y a des passeurs qui sont arrêtés. Il y a des passeurs qui sont arrêtés. Moi, je me rappelle de quelques cas. Et puis là, les femmes aussi sont très très actives dans ces réseaux. Dans ces réseaux, les femmes sont très très actives. Il y a une filière entre le Mali et l'Algérie. Ce sont des femmes qui sont actives sur cette filière-là. Une dame avait une fois amené une femme et elle était enceinte. Dans la traversée du désert, la femme est décédée. Elle a poussé juste après le décédé. C'est le nourrisson de moins de 2 semaines qu'elle a amené aux parents de la défunte. Elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée par la suite. Mais ça ne suffit pas. Ce sont des réseaux qui sont très, très actifs et souvent la coopération même entre différents pays est quand même nécessaire pour pouvoir mettre fin à l'efficacité. Mais si on vous dit qu'il y a autant, ça peut être des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, mais il y a des Italiens, des Européens qui sont aussi dans les réseaux de cancer. Parce que la migration illégale, quand même, ça produit beaucoup d'argent. C'est énormément de ressources. C'est bien que vous avez parlé de la filière malienne, parce que nous parlons des autres, parce que la filière malienne, ça existe depuis longtemps, elle existe. Et elle évolue en marge des autres. Quoi. Et c'est cette filière-là qui travaille et qui est dans ce cœur de métier, si vous voulez. Voilà. Comment voulez-vous que nos femmes se retrouvent au Liban, à Jeddah, je ne sais pas, à Abu Dhabi? Ce n'est pas les Toulonnais, ce n'est pas les Nigérians, c'est nous. Je ne fais pas partie. Aujourd'hui, vous qui êtes vraiment consultant, vous qui travaillez auprès de ces migrants, de la population et tout en tant que société civile, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici et éventuellement contrecarrer cela? C'est une éducation au niveau des familles, c'est une éducation au niveau des l'école, avec la sensibilisation. C'est l'information vraie. Il faut donner l'information vraie. Il faut que on travaille de façon habile à ce que les gens comprennent que, attention, ce que vous croyez n'est pas vrai. Et que cela va aboutir, dans le meilleur des cas, à un cauchemar. Dans le pire des cas, vous allez y perdre votre vie. Vous allez travailler à Jeddah, vous allez travailler à Abu Dhabi, ou on va vous amener là-bas. Attention, c'est pas vrai. Faites très attention. C'est de la traite déguisée. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. La société civile doit jouer un rôle dans la sensibilisation et la communication. Ouais. Je suis d'accord que les sanctions, l'arrestation des gens qui sont dans ces filières, ça revient vraiment à l'État. Mais les médias aussi. Vous savez, les médias font, avec les films qui se passent dans les médias, ça crée des rêves chez les jeunes. Et les gens pensent que tout est facile. Nous pensons que d'autre part, les médias, quand vous prenez les médias, souvent, on a l'impression que dans nos pays, il n'y a aucune opportunité, c'est pourquoi les gens migrent. Mais souvent, il y a des opportunités dans nos pays qui ne sont pas aussi promises, qu'on n'en parle jamais. Dans le secteur agricole, par exemple, au Mali, il y a énormément de ressources qui peuvent être exploitées. Mais là, c'est pourquoi nous pensons aussi que les médias doivent jouer un rôle à donner la même foi, mais aussi à prouver aux gens qu'on peut vivre ici et réussir toute sa vie sans jamais prendre le risque de voyager dans des conditions extrêmement difficiles. Si vous avez un emploi ici, même quelle soit la taille de l'emploi, si vous voulez voyager, c'est très simple. Souvent, on a même envie de vous dire de voyager, quoi. Mais là, le fait de ne pas croire, on investit, ce qu'on met dans la migration régulière, c'est un véritable investissement. C'est des millions aussi qui sont injectés dedans. Souvent, dans les missions de sensibilisation, j'ai dit à nos parents de la région de Caille, si vous voulez financer un jeune de Caille en Italie, souvent c'est dans les 5 millions, 6 millions. Mais on va dire 5 millions, 6 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Cela, je le résume en quelques phrases. Vous voulez réussir, vous voulez aller. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Et travailler sur ce texte. Vous voulez réussir, on peut le faire ici. On peut réussir. Il faudrait vraiment casser le stéréotype qu'on fait du migrant qui va dès que l'on ne peut pas réussir tant qu'on ne va pas. Il faut déconstruire cette idée. Exactement. Donc, à vous le choix. Si vous voulez réussir, on peut bien réussir ici, on vous accompagne, on vous aide, et
vous allez voir le résultat. Mais si vous voulez aller, c'est votre droit, mais avec tous les risques. C'est ça aussi. Sinon, si c'est réussi, on peut bien réussir. D'accord, messieurs, merci. Il y a aussi un phénomène qui se passe aujourd'hui, il y a même plusieurs phénomènes. D'abord, la crise européenne qui s'accentue davantage, notamment la guerre en Ukraine, en Russie, la précarité de ces migrants là, dans ces zones, parce que, soyons clairs, en Russie, il y a bien des Maliens qui sont là-bas, qui vivent sous cette tension-là. En Ukraine aussi, c'est la même chose. Ces Maliens, ils doivent être rapatriés et tout ça. Et actualité oblige aussi, parlons un petit peu de la Tunisie, notamment par rapport au discours du président tunisien Kais Saied, la situation des Maliens en Tunisie, des Africains, de la peau noire en Tunisie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce qu'on doit notamment prendre en compte, pousser quelle réflexion? Moi, je dirais tout d'abord que l'axe 1 marche très bien, franchement. Sécurisation, protection au Mali, ça marche vraiment bien. Même s'il n'y a pas de grands moyens, mais elle est là, elle est active, elle est réactive. Franchement, je me le dis. Vous voyez, il a fallu que cette situation soit là pour que tout de suite, ceux qui veulent rentrer, vous pouvez rentrer. Ça, c'est eux, il faut le dire. Ça, c'est l'axe 1. Ou je me trompe? Oui, c'est ça. Ah, ça marche. Mais on ne peut pas les obliger aussi à retourner. Liberté des choix. Et si vous voulez retourner, retournez. Donc, franchement, il faut saluer. Nous l'avons fait, d'autres l'ont fait, d'autres voisins l'ont fait, d'autres sont en train de le faire. Voilà, c'est ça, honnêtement, j'aimerais dire quoi. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, moi, je ne dirais pas un autre mot. Peut-être que moi, c'est vraiment la même chose. C'est vrai que pour moi, quand même, c'est ce qui se passe en ce moment en Tunisie, sans être vraiment de la société civile. Je pense que c'est quand même regrettable. C'est regrettable. Et je pense qu'au niveau africain, on a énormément de textes, énormément de conventions qui nous empêchent d'arriver à ce que nous assistons aujourd'hui. C'est regrettable dans la mesure où la plupart des subsahariens qui vivent en Tunisie, la Tunisie, ce n'est pas un pays d'immigration pour les Africains. La Tunisie, c'est plutôt un pays de transit. C'est une zone de passage. Mais la Tunisie même, c'est un pays d'immigration. Il y a des millions de Tunisiens qui vivent à travers le monde. En tout, les statistiques disponibles, il n'y a que 21 000 subsahariens. 21 000 subsahariens en Tunisie, où la plupart, c'est plutôt des étudiants. La plupart des cas, c'est vraiment des étudiants qui sont là pour des besoins de formation. Et qui sont aussi dans le cadre des conventions qui lient la Tunisie aux autres pays. C'est une situation préoccupante, mais ce qu'il faudra saluer aujourd'hui, comme l'a dit, c'est la réaction de nos pays. C'est la réaction vraiment des différents gouvernements dans la sous-région pour aller directement à la recherche, à la protection des ressortissants subsahariens. Je pense que c'est quelque chose qui a salué. Au Mali, dès que l'affaire a aussi éclaté, des dispositions ont été prises. Et Inch'Allah, je pense que demain, c'est le 4 mars, samedi 4 mars. Voilà, dans les jours à venir, il y a toutes les dispositions sont prises et les Maliens aussi qui ont demandé vraiment l'aide au retour, ils vont rentrer en toute sécurité. Mais jusqu'à là, quand même, il faudra se réjouir que jusqu'à là où nous en sommes, on n'a pas enregistré un seul cas de décès de Maliens. Et merci, même si certains ont été chassés de leur logement, ils sont aujourd'hui pris en salle par l'ambassade. Et donc, les dispositions sont vraiment pour qu'ils puissent se retourner. Mais au niveau africain, cette situation est regrettable. C'est dommage. Là où nous en sommes. Qu'est-ce que nous allons dire à d'autres si les mêmes pratiques se faisaient sur les Africains? Alors que nous sommes dans un monde global. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans des écrans de tous les pays. Et ça pose énormément de questions à comment gérer nous-mêmes cette question d'immigration au niveau continental. On ne peut pas adopter des dossiers par des textes par des États qui ne respectent jamais. Parce qu'au niveau africain, on a beaucoup de choses à se dire. C'est la protection des migrants encore. D'accord. On a l'impression que chaque pays, mais vraiment, quand on voit l'actualité aujourd'hui, on voit ce qui se passe, ça aussi c'est un petit peu normal, que chaque pays essaie de redéfinir sa politique migratoire. Mais il y a une définition de politique migratoire qui est en train de se faire. Et la Tunisie, c'est l'exemple parfait. Parce que quand Kais Saied avance ses propos,
c'est histoire de dire, dorénavant, on va faire de telle sorte qu'on a moins d'Africains. Et est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse un effet boule de neige dans ces pays maghrébins et ensuite revenir un petit peu? Parce que sans parler assez loin, on voit des États qui redéfinissent par exemple la carte de séjour, le permis de séjour, le permis d'établissement sur le territoire et tout ça. Votre avis? Ben, moi, j'ai vécu c'était milliard 2005 et je l'ai vécu encore il y a quelques années, il y a juste 2 ans, le même jour, 27 septembre. Ironie, l'histoire. Même jour, 2005. Alors, non, c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes, mais déjà, tous ces pays-là, ils ont des politiques d'immigration, des politiques d'immigration. Je sais que c'est la question, le Maroc, quand même, depuis 2013, a défini un certain nombre de politiques d'ouverture vers les subsahariens, où plus de 50 000 subsahariens ont été régularisés, où ils bénéficient de formations à l'intégration au niveau de la communauté. Et au-delà de ça, c'est que l'Union africaine dispose d'une politique régionale de migration, où là, ça a été adopté par l'ensemble des chefs d'État, qui a défini vraiment le contexte migratoire et qui a fait des propositions qui ont été adoptées par l'ensemble d'État. Et au niveau africain, comme je l'ai dit, il y a des conventions qui ont été prises par l'Union africaine et ratifiées par la plupart des États. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, c'est vrai, aujourd'hui on parle de la Tunisie, vous l'avez bien dit. Il y a d'autres pays voisins, très proches même de nous, qui pratiquent les mêmes choses. On n'en parle pas beaucoup. Il y a des milliers et des milliers de Maliens qui sont expulsés régulièrement. Donc, je pense qu'on est en train d'aller vers, en tout cas, une fermeture davantage malgré la mondialisation et en mettant beaucoup plus ces questions d'immigration. La Tunisie, la crise politique, c'est une réalité. La crise politique en Tunisie aujourd'hui, je ne veux pas développer cette réalité, mais c'est une réalité. Je pense que les Tunisiens auront beaucoup à gagner en parlant de comment s'en sortir de cette crise politique et au lieu de se prendre à des gens qui sont là peut-être pour des temps, de courts séjours. Les irréguliers là-bas, ils sont là juste le temps d'avoir le moins de continuer sur les côtés italiens. Donc le discours est en déphasage avec la réalité sur le terrain en fait. Aussi bien défenseur des droits que je sois, des migrants, de la société civile, mais il faut quand même que l'on se dise une chose, c'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste. On ne peut pas continuer à aller. Moi, je peux recevoir chez moi, dans ma famille, 2 gars, 3 gars. Mais quand j'en suis à 5, 7, 10, vous vous rendez compte, ma femme et mes enfants commencent à dire non, ça ne va pas. C'est un droit, la mobilité est un droit. Nous le faisons depuis tout le temps, on continue à le faire. Mais franchement, il est temps que l'on se pose des questions. Quand vous dites qu'il est temps qu'on se pose des questions, il s'agit de quoi? Mais est-ce qu'on peut continuer à aller comme ça? Chaque fois que nous avons des soucis, il faut aller ailleurs. Mais on a des réponses ici, je veux dire. On a des réponses locales. Le Mali peut résoudre pas mal de problèmes. Il faut croire. Hein. Franchement, moi je le dis et je crois. Je dis ce que je crois. On n'est pas souvent obligé de partir. Il n'est pas nécessaire d'investir 5 millions pour aller se foutre dans la merde en France ou je ne sais pas, mais non, c'est bête. Moi, je le dis. Moi, d'un point de vue, honnêtement, de mon point de vue, vous imaginez, on a plus de 7 milliards, peut-être 8 milliards de population mondiale. Il n'y a que 281 millions de migrants internationaux, à peine 3% de la population mondiale. Mais il n'y a plus de discours qu'il y a des migrants dans ce monde-là, en réalité. Ça prouve tout simplement l'échec des politiques à court. Et c'est la crise politique, c'est partout. C'est ça, en fait. On n'a plus rien à proposer, on a trop promis, on ne parvient pas à s'en sortir. Il faudra prendre ces gens-là, peut-être qui viennent et qui répondent aussi aux besoins du marché dans ces pays-là. Il faudra stigmatiser, instrumentaliser et pour trouver quelque chose à dire aux concitoyens. Sinon, c'est vraiment un faux débat. 281 millions sur plus de 7 milliards, c'est pratiquement rien. Le monde peut bien les bien gérer, ces flux de migration. Et nous sommes dans la mondialisation. Aucune politique sécuritaire
n'empêchera les gens de partir. Mais les États doivent dialoguer, les États doivent coopérer et dans l'intérêt vraiment gagnant-gagnant. Pour dire que nous, au Mali, on a une jeunesse qui est dynamique, qui peut travailler, qui peut réussir à travailler dans des activités agricoles, des activités domestiques dans les pays d'Europe ou du Maghreb. C'est fondamental d'instaurer ces dialogues-là aujourd'hui. Sinon, les politiques sécuritaires sont en marche depuis les années 70 dans certains pays. Mais aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de migrants que les années 70. Et tous les jours, ils prennent des nouvelles lois pour dire que ne venez pas chez nous, ne venez pas chez nous. Nous sommes dans la mondialisation. Les pays africains, peut-être on n'a jamais le réflexe de faire aujourd'hui les points quel est l'état de l'immigration dans le pays. Au Mali, je l'ai dit, nous sommes un pays qui accueille énormément de ressortissants de la sous-région. Ouais. Nous sommes un pays qui accueille des ressortissants de certains pays, beaucoup plus qu'il n'accueille de Maliens. Je pense que c'est aussi l'occasion en ce moment, dans un monde vraiment en mouvement, de savoir réellement qu'est-ce que ces gens font chez nous, quelle est leur contribution à notre économie, et après prendre des décisions pour dire s'il faut instaurer une carte de séjour, bien que les Maliens sont une fois les versants. Peut-être que c'est une politique qu'il faut revoir et asseoir, et aussi parce que ces pays-là essayent de faire une forme de protection aussi. C'est ça. C'est carrément ça. Oui, c'est ça, mais est-ce que nous serons en mesure de le faire? Même si... Bien parce sûr. que nous sommes, même s'il y a des... Il faut faire confiance. Non, parce que Mali, par essence, Mali est une terre de rencontre, valeurs culturelles, valeurs sociales. Tu vois, je ne sais pas comment le Mali un jour va mettre des cartes de séjour. Non. Ça pourrait arriver. Ne serait-ce qu'identifier. Voilà, identifier. C'est-à-dire qu'au moins c'est identifier. Voilà, identifier ça, on peut le faire. Savoir qui est sur notre territoire, qui sont là, et qui sont-ils, ils font quoi. Voilà. Juste ça. Jusque-là, au niveau du ministère, il n'y a pas cette démarche-là. Alors, quand vous parlez, c'est-à-dire que l'immigration, ce n'est pas géré par le ministère des Affaires étrangères. Oui, non. Ah oui. Ça va chez nous quand même. Il y a peut-être d'autres ministères compétents, mais je pense que la réflexion, comme vous l'avez dit, la réflexion technique pourra venir par. Mais l'axe 8 déjà, ça amorce un peu cette question. Mais le ministère travaille, le ministère observe, le ministère peut contribuer en disant au gouvernement, voilà ce que nous remarquons, est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans cette démarche-là? Je pense qu'il y a eu même des études, il y a eu même des études cette année pour faire l'état du lieu de l'immigration au Mali par les Nations Unies et qui a fait quand même des propositions intéressantes pour aller effectivement vers l'élaboration d'une politique d'immigration, mais qui ne va pas avoir vraiment une vision sécuritaire. Voilà. Non, il ne sera pas là pour dire que si non, c'est plutôt le Mali va garder toujours cette valeur. Le Djatigué, c'est une réalité. Il faut continuer à avoir un terre d'accueil. On a des relations multiséculaires avec nos voisins, et beaucoup, même souvent des voisins lointains, des pays lointains. Donc, je pense que c'est une valeur cardinale de notre pays qu'il faudra conserver davantage. Mais le contexte fait qu'il est bon de savoir qui est chez nous. Exactement. Et il fait quoi? Exactement, parce que ça c'est une problématique aussi. Ce sera l'occasion d'avoir un autre thème là-dessus, parce que qui est chez nous, avec qui on vit, et l'impact de tout cela situation sécuritaire oblige aussi. Hein. Exactement. Messieurs, on arrive pratiquement à la fin de notre réflexion. Je vais juste vous demander vos derniers mots pour terminer cette réflexion du jour. Vous équitez? Bon, je dirais que ce ne serait pas une émission de trop, ni une émission de plus. Le sujet m'oblige. Je dirais que à vous et aux autres médias, il faut amener les gens à parler de façon utilitaire. Ce n'est pas à nous, ça c'est à nous. D'accord, le message est bien passé. Ça c'est pas à nous. Le sujet est là, les problématiques sont là, on peut faire 2 jours, 3 jours, on va dire blabla, mais c'est à vous de nous ramener sur l'essentiel. Merci, M. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je vous remercie pour cette occasion, mais je
une pensée vraiment profonde aujourd'hui à tous nos compatriotes qui souffrent à travers le monde, et particulièrement ceux qui sont à Tunisie. Je pense qu'ils vont nous rejoindre très bientôt. Mais aussi dire que les réalités du monde aujourd'hui doivent nous amener à changer de comportement vis-à-vis de la migration. On ne peut plus dire que c'est un droit d'immigrer, c'est immigrer, mais c'est de faire énormément attention. Si on veut migrer, c'est d'aller vraiment vers le voie légal. Les voies irrégulières conduisent à l'impasse et à un destin tragique. Je pense qu'il est de notre rôle, tous, État, organisations de la société civile, mais aussi médias, pour communiquer davantage et informer les jeunes sur les réalités de ces routes-là qui sont vraiment très dangereuses, qui sont des véritables couloirs même de la mort. Mais en même temps, promouvoir tout ce que nous avons comme opportunité dans le pays. Je pense que c'est à ça que nous devons tous travailler, conscientiser davantage la jeunesse malienne qui est véritablement aussi pour notre pays. Et encore merci. Merci beaucoup. Voilà. C'est qui a été. Téléspectateurs de Mandé TV, vous l'aurez bien compris par les invités et le thème qui a été dégagé ici. Il est important de sensibiliser cette jeunesse qui se met en danger sur les routes des voies de la migration. Pourtant, ils peuvent contribuer énormément à l'économie nationale. Nous avions pour thème aujourd'hui la problématique de la féminisation de la migration au Mali et nos invités sont M. Mamadou Diakité, consultant en gestion des migrations, et le deuxième invité est Dr Boulaye Keita, conseiller technique chargé des questions migratoires au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, consultant, enseignant, chercheur. Il a écrit beaucoup d'articles. Voilà, monsieur, c'était un plaisir de pousser cette réflexion, de poser cette réflexion aujourd'hui sur le plateau de Mandé TV. Téléspectateurs de Mandé TV, ne quittez pas les ondes de Mandé TV, restez toujours connectés, allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali.